Et ben voilà, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux ici à ce webinaire. Et donc ici, je vais vous présenter les nouveautés de Lesia 3.5. Donc pour la plupart, vous me connaissez tous, donc je suis Nicolas Biersard, je suis le CTO d'Esia et un des deux fondateurs. Et j'en profite pour du coup vous présenter tout ça. Donc la 3.5, pour un petit peu, pour nous, est assez importante. Notamment, c'est plus de 140 modifications qui ont été apportées, fonctionnalités, correction de bugs et autres, en sachant que, en règle générale, une version classique chez nous, c'est plus ou moins entre 90 et 110. Également, ça fait deux objectifs qu'on nous avons atteints avec cette nouvelle version. Un qui est un objectif de très longue haleine, qui était tout simplement, en 2020, d'arriver à moins de 1% de duplication dans nos codes, afin d'avoir vraiment un code de qualité. Cet objectif a été atteint. On est donc en ce moment à 0,55. Et également aussi la fin d'un gros chantier également, qu'on a commencé en 3.4, suite à la sortie des GID, c'était la possibilité d'avoir un système SBOM. Voilà. Et la création d'ESIAL. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ici, au niveau de la duplication de code, la version 3.3 d'ESIA, c'était 145 000 lignes. La version ici, 3.5, c'est 132 000. Et donc, avec toutes les nouveautés. Donc, c'est vraiment également une partie et un objectif qu'on est assez fiers d'avoir atteint. Également, un de nos objectifs était de rattraper le cycle Debian. Donc, nous étions en Old Stable. Maintenant, nous passons et nous rentrons dans le cycle Stable de Debian, en passant de Debian 11 à Debian 12, de PostgreSQL 13 vers 15, de PHP 7.4 vers 8.4. Voilà. Ouais, donc, Debian 12, le nom Bookworm. Donc là, on a la chenille de Toy Story comme logo. Personnellement, je préfère le prochain de Trixie. Alors, SBOM, c'est quoi? C'est Software Bill of Material. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un inventaire, une espèce de recette. Ça liste les logiciels, les librairies et toutes nos dépendances. Tout ce qu'il faut pour faire fonctionner et installer un ESIA. Ce fichier, ce système commence à devenir dans les standards de la cybersécurité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des failles, c'est beaucoup plus facile maintenant d'attaquer les librairies que d'attaquer un logiciel même. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce qu'avec une librairie, on touche plus de monde. Donc, il faut absolument tenir cet inventaire à jour. Et nous, ce qu'on voulait également aussi, au niveau de la cybersécurité, c'était de pouvoir patcher les librairies de quelles on dépend. Et donc, pour ça, pas 36 solutions. Il fallait que toutes nos librairies, ou en tout cas la grande majorité, soient dans Debian Security. Donc, on a fait le choix de remplacer certaines des librairies qui étaient présentes par d'autres, justement, pour pouvoir disposer de ça. Ça signifie que dès qu'une mise à jour de sécurité est faite au niveau d'une de nos librairies par Debian, eh ben, vous en disposez et ça peut patcher la partie. Évidemment, c'est dans une volonté que nous, on a de protéger nos utilisateurs d'une attaque de type chaîne d'approvisionnement. Donc le but, justement, c'est d'attaquer la librairie. Qui plus est, ça nous permet aussi de garantir une qualité dans nos librairies, car de plus en plus, en fait, notamment grâce aux IA génératives de code, on tente de corrompre ces IA, les pirates tentent de les corrompre, pour leur dire vous copiez-collez ce code et ça fonctionne. Et en fait, dans les dépendances, ils ont indiqué certaines librairies qui sont vérolées. Ça, ce sont également des choses auxquelles, au niveau des développements, il faut que nous fassions gaffe. Voilà. Concrètement, maintenant, on va rentrer vraiment dans les nouveautés. Donc, je vais vous en présenter principalement 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement d'autres fonctionnalités qu'ici, il y aura un second webinaire après la mise à jour pour vous, plus classique, où on vous présentera toutes les petites modifications. Mais ici, on va parler de 3 modifications qui sont assez importantes et qui vont vous impacter dès le déploiement, notamment pour le cloud. Donc, tout d'abord, au niveau de ceux qui utilisent le module 365, que ce soit en Mercury, en cloud ou autre, vous pouvez déployer maintenant, quand vous avez déployé votre tenant 365, vous avez un nouvel onglet Active Directory qui est présent. Et dans cet onglet,
vous allez pouvoir cocher votre organisation pour pouvoir la superviser. Voilà. Bon, ici, j'ai pas fait en démo live pour la partie AD parce que justement, je n'ai pas toute cette partie, je n'ai pas de Tenant 365 disponible. Hop. Et on va passer à la démo live. Voilà. Donc ici, la première fonctionnalité que je vais vous parler sur un Cetesia 3.5, tout d'abord, c'est dans le tableau des alertes. Vous allez avoir 2 colonnes supplémentaires qui sont apparues. La première, c'est directement, vous le connaissez, c'est le bouton d'acquittement. Mais également aussi, vous allez pouvoir avoir, hop, voilà, je prends par exemple ici pour mon UPS, je vais pouvoir du coup dire je prends en charge. Et donc là, vous voyez quel est l'utilisateur de la plateforme qui a dit ok, je vais régler ce bug. Donc ça vous permet directement au sein de votre système de voir qui traite les alertes. Voilà. Du coup, également, vous avez un système de notes qui est apparu ici en haut sur vos nœuds qui vous permet de voir ESIA 0 a pris en charge l'erreur alarme critique. Donc l'alarme ici, ça m'indique ok, batterie is bad. Il va falloir que je remplace ici des batteries sur nos UPS. Donc je peux évidemment l'acquitter, hein, rien ne l'empêche. Donc du coup, vous avez un petit message d'acquittement qui apparaît. Voilà. Et vous avez un nouvel onglet qui va contenir toutes ces notes. Donc là, vous voyez les notes qui ont été postées. Et je peux également écrire une. Donc là, par exemple, je vais mettre sur la prise en charge, je vais indiquer commande batterie effectuée. Voilà, et je vais pouvoir l'ajouter. Voilà. Comme ça me permet vraiment de suivre ici le traitement d'une erreur jusqu'à sa résolution. Également, via ce système-là, vous pouvez avoir les sujets. Et donc, les sujets vont vous permettre, par défaut, c'est acquittement et prise en charge, mais vous allez pouvoir, par exemple, mettre procédure, on va l'écrire un petit peu mieux. Voilà, je vais mettre procédure. Là, j'ajoute. Et du coup, je vais pouvoir avoir et mettre, par exemple, dedans message, et je vais mettre connexion. Là, et je peux écrire toute une procédure qui pourra être disponible pour tous les utilisateurs. Évidemment, on peut désactiver la suppression automatique en cas de besoin. Et donc, dans les filtres et les sujets, je peux du coup voir procédure et je peux consulter une procédure pour pouvoir traiter les erreurs. Le but, c'est vraiment en fait que on puisse échanger entre les utilisateurs ici de la partie ESIA pour pouvoir régler éventuellement ou suivre le sujet. Évidemment, vous pouvez avoir le dernier onglet qui va vous permettre de lister tous les sujets avec nos fameux tableaux de triables disponibles. Donc là, évidemment, pour pouvoir trier par sujet, par chose, etc., suivant ce que vous voulez voir sur cette partie. Voilà. Vous pouvez évidemment dire, OK, je ne prends plus en charge, je réactive l'erreur et j'annule ma prise en charge parce que là, du coup, peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour traiter cette erreur, mais j'ai prévenu les personnes qui vont reprendre en charge et retraiter l'erreur. Voilà. Donc ça, c'est une des nouveautés que vous allez avoir directement dans votre interface. Et une des dernières features également aussi, et c'est la principale, c'est la raison pour laquelle on fait ce webinaire avant la mise à jour et pas après, c'est également une refonte d'un de nos modules, un de nos anciens modules qui a été créé pour la version 3. Il y en a, et qui est la partie gestionnaire IP. Donc là, en fait, le gestionnaire IP, c'est une évolution de notre outil d'importation. L'outil d'import tel que vous le connaissez va du coup ressembler à ceci. Alors, vous pouvez toujours scanner les réseaux. Là, le menu n'a presque pas changé, hormis qu'on l'a rendu compatible SNMP-v3 et qu'au lieu d'indiquer une plage de début, une plage de fin, vous pouvez spécifier les réseaux. Alors, grosse nouveauté aussi, vous n'êtes pas obligé d'être limité à un /24. Vous pouvez scanner des /16. Évidemment, ça prendra beaucoup plus de temps.
et vous retrouvez vos anciens scans. Comme s'ils étaient là. Et en fait, vous allez pouvoir transformer vos anciens scans ou vos nouveaux scans. Ici, je vais faire un nouveau. Donc, je vais scanner le 17 en /24. Voilà. Également dans les nouveautés, vous voyez ici, Esiarid est public. En fait, le système prend automatiquement les derniers communautés SNMP que vous avez rentrées. Donc si vous avez l'habitude de toujours mettre la même communauté au niveau de vos réseaux, au niveau de vos clients, etc., eh ben en fait, Esia vous dira « Ok, pas de souci, on présente » et du coup, vous n'avez plus besoin de reconfigurer cette partie-là en permanence. Voilà. Je vais démarrer le scan. Alors ici, il me dit « Ah, scan d'importation ajouté, le réseau n'existe pas encore. » Très bien. Voilà, je vais rentrer les données de ma passerelle. On va lui mettre son VLAN ID. Je peux indiquer de quel site il s'agit. Donc là, en l'occurrence, c'est le site local. Voilà. Et vous pouvez choisir également de partager ce réseau avec un groupe utilisateur. Donc vous allez pouvoir justement dire ce groupe-là peut avoir accès à toutes les données et au statut et au plan du réseau. Voilà. Alors, ajouter le réseau. Donc là, dans ce cas-ci, on va juste l'ajouter et le scanner une seule fois. Ouais, l'intérêt, évidemment, on va ajouter et planifier le scan, c'est-à-dire qu'on va le faire de manière régulière. Donc également, ça vient d'une des évolutions de notre protocole et de nos systèmes Unity. C'est disponible avec les ARM, cette partie-là. C'est que du coup, on va pouvoir scanner de façon périodique les réseaux. Voilà. Donc ici, je vais en profiter pour le démarrer. Voilà. Hop. Et là, donc du coup, il vient de se lancer. Et mon réseau 7 est bien apparu ici. Voilà. Alors, déjà, il a fait une chose ici, c'est qu'il m'a déjà récolté des données. Comment ça se fait? En fait, tout bêtement, le système a déjà été voir dans vos anciens scans. Hops. Et en effet, j'avais déjà scanné le réseau 7 à un moment donné, il y a déjà quelques mois. Et donc là, en fait, le scan ne va juste que réactualiser. Ce système-là, vous allez pouvoir le déployer très vite. Vous avez un énorme avantage, c'est que du coup, quand vous cliquez ici Enterprise, ou ici vous aurez vos VM, Svalin ou vos Unity, en fait, vous allez avoir l'onglet réseau qui va vous permettre bêtement de les ajouter, mais surtout d'auto-détecter. Et donc là, en fait, on va aller voir dans les scans et dans la base de données des IA, quels sont les réseaux qui sont déjà existants. Donc là, l'avantage, en fait, c'est qu'on a des nœuds en SNMP, notamment dans le réseau 10.11, qui ont été configurés. Donc on a l'IP, on a pu récupérer le netmask, et du coup, on a toute la partie CIDR. Donc là, en l'occurrence, je vais pouvoir me lui mettre, printer. Voilà, et lui indiquer la passerelle. Hop. Ajouter. Et hop, de nouveau. Voilà. Donc là, c'est tout ce que vous avez à faire sur la partie ici. Okay. Vous pouvez évidemment transformer du coup des anciens scans également en mode récurrent pour pouvoir alimenter ces parties-là. Et donc, ça va vous donner la possibilité, ici vous voyez DevNode, le dit réseau 7, ça c'est les choses que j'ai vues. Et également les adresses IP occupées sur cette partie-là. Et si vous allez voir sur un réseau ici que j'ai déjà scanné pour la démo, pour les besoins, vous allez pouvoir voir, ici c'est mon réseau VLAN 5, vous avez besoin de la première IP libre, vous pouvez la copier. Il va vous donner ici les adresses IP qui ne sont pas renseignées et qui ne sont pas documentées au sein des IA directement. Et vous allez avoir ici le petit visuel qui va vous dire quels sont les nœuds injoignables ou les nœuds qui sont détectés mais pas dans ISIA, ceux qui sont dans ISIA mais injoignables. Mais également aussi, vous allez pouvoir, via ce petit bouton, dire « Ok, moi je veux réserver l'IP 200 à 210 voilà, pour la partie printer. »
Voilà. Et l'utilisateur, je mets Esia01 et je dis que c'est une plage réservée. Pas de problème. J'ajoute. Voilà, elle vient se mettre avec les autres. Et hop, je peux voir directement quelle est ma plage d'IP que j'ai réservée. Vous pouvez faire la même chose, mais simplement en cochant DHCP. Et donc là, vous aurez votre plage de fonctionnement de DHCP qui apparaîtra du coup complètement dans une autre couleur. Voilà. Vous pouvez également, une fois que vous êtes sur un réseau, cliquer sur adresse et vous aurez toute la liste des réseaux avec les IP, la dernière fois que l'IP a été trouvé, type de nœud et également les statuts, des alertes et des choses comme ça que vous allez pouvoir voir. Voilà. Voilà. Sur cet aspect-là, évidemment, ça fonctionne avec les systèmes Unity qui apparaîtront donc du coup dans les sous-réseaux ici et qui va vous permettre en fait du coup d'avoir plusieurs sous-réseaux par exemple en 10, 2, 0, 0 par exemple chez chacun de vos clients. Voilà un petit peu ici pour vraiment cet aspect-là, mais vous ne serez pas perdu parce que évidemment le but du scan, c'est bien beau de montrer tout ça, c'est de pouvoir d'ajouter, de déployer. Donc en fait, quand un scan est effectué, quand vous avez les anciens scans, les scans planifiés, ce sera le résultat. Eh ben, vous n'avez qu'à recliquer sur la loupe que vous connaissez et vous retrouvez votre menu habituel de déploiement. Là, il vous suffit de nouveau de sélectionner les éléments et puis après de dire, ben voilà, mets-moi tout ça dans le groupe NAS. Alors, pour ceux qui, comme moi, avaient tendance à aller un petit peu trop vite en configurant la partie groupe de nœuds directement, ici, dès que vous cochez par après, automatiquement, il va remettre le groupe NAS dedans. Voilà. Ça évite de devoir refaire la manip et de se dire « Ah zut, j'ai oublié de mettre mon nœud dans un groupe. » Voilà. Hop, on modifie le nom et voilà. Ça ne change strictement rien. Je viens d'ajouter mes 3 nœuds dans mon groupe client NAS. Et donc, si je vais dedans, NAS, je retrouve ici mes 3 nœuds que je viens d'ajouter. Voilà pour la petite partie. Et également, il y a d'autres choses qui vont un petit peu arriver. Et donc, la première également aussi, et c'est le but du webinaire, c'est de vous présenter Esia Lite. Donc, qu'est-ce qu'Esia Lite? En fait, ça va être vraiment une version gratuite d'Esia jusqu'à 50 000. Vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez avec pas mal de nouvelles, avec des fonctionnalités un petit peu plus basiques, mais qui vont vous permettre justement soit de faire des POC, soit de faire de l'audit ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle dispose, cette version on-prem? Les plugins de supervision, que ce soit PowerShell ou également SNMP. Voilà, donc vraiment tous les patterns qui est là. L'IPAM que je viens de vous présenter, vu qu'il dépend du système d'importation, il est toujours dedans. Le système de tableau de bord est également dedans, ainsi que les notes. Voilà. Et évidemment, si c'est destiné à rester, je vais dire, à demeure, la possibilité d'avoir un support associé pour avoir accès aux patchs et aux mises à jour futures. Ce système-là ne peut pas être lié à un Mercury et à un Universe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a voulu vraiment comme également une aide au déploiement pour les personnes qui découvrent un réseau, etc. Vous pouvez avoir tout bêtement votre VM, installer la VM, scanner, lancer et récolter les données sans que ça remonte éventuellement dans votre console principale et vienne éventuellement la polluer. Voilà, cette partie-là. Également aussi, dans les petites nouveautés, ici, il y a Svalin que vous avez dû voir dans les logos. En fait, Svalin UCC pour Unify Cyber Security Console. C'est destiné en fait à remplacer Egide. Pourquoi ce remplacement? La raison principale, en fait, c'est que Egide était vu comme un scanner de vulnérabilité et rien d'autre. On veut faire beaucoup plus avec cette partie-là et notamment l'ensemble des modules ici. Donc là, je vous invite à venir découvrir lors du prochain webinaire la nouveauté ici qui notamment va rentrer ici dans ce valide. Quand est-ce que la 35 sera dispo? En fait, le 18 février 2025, à partir de 6 heures,
nous déploierons l'ensemble de la 3.5 sur tous les clouds. Les Raspberry, tout ce qui est ARM et Unity prendront leur mise à jour en règle générale. Ici, ce sera certainement le 17. Donc un petit peu avant, afin que tous les plugins soient évidemment disponibles partout. Si le déploiement se passe bien, il n'y a pas de raison. La publication d'une changelog sur notre wiki sera faite dans l'après-midi. La synchronisation des dépôts sera faite dans la foulée. Et nous pourrons, pour ceux qui sont en support, prendre contact pour la mise à jour. Et pour les autres, vous pourrez déjà vous amuser du coup avec l'IPAM et toutes les autres choses. Également, à côté de ça 2025 et 2024, ça a été également pour nous le but d'internaliser de nouveau la gestion totale de notre site web, qui sera donc bientôt disponible et mis en ligne avec une interface beaucoup plus claire, beaucoup plus, je vais dire, dans l'air du temps, et qui vous permettra du coup de retrouver également toutes les fonctionnalités qu'on fait. Voilà, c'est également un des points qu'on voulait faire, c'était justement de pouvoir voir sur la partie. Merci d'avoir regardé ce webinaire de présentation et je vous donne rendez-vous pour le second qui présentera la suite des évolutions d'ISIA 3.5. Je mets le lien de participation en description. Bonne journée à tous.